Alors Alain, dans cette conférence, tu abordes le thème d'une bascule entre ta vie matérielle et ta vie spirituelle, notamment par le décès de ta mère qui va t'ouvrir à un manque, et donc tu vas essayer de la contacter par la médiumnité, par des médiums, et tu vas décrire donc tout ce qui t'arrive après cette expérience-là. Oui, en fait, j'ai écrit ce livre en fait pour donner espoir aux gens qui sont dans le deuil. C'est ça, l'élément déclencheur. C'est une autobiographie, mais l'élément déclencheur, c'est vraiment le départ de ma mère. Et j'ai voulu moi, quand les parties donner espoir. Ce livre est vraiment pour donner espoir aux gens touchés par le deuil. Moi, j'ai eu tellement, grâce à la médiumnité, j'ai eu tellement de preuves de survie, et je me dis, merde, il faut vraiment que j'en parle, je voulais dire que quand on part, on part pas dans, non, c'est pas fini, on part pas dans le néant. Et donc, là, t'expliques comment t'es devenu finalement un croyant laïque, comment on peut dire Oui, ça? alors, effectivement, je suis pas spécialement religieux, voire pas religieux, mais je suis profondément croyant. C'est certain, je crois en la continuité de la conscience. Je pense que quand on meurt, le corps meurt, mais pas la conscience. Ça, j'en suis convaincu. Super. Merci Alain, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce Forum des médecines de l'âme à Caen. Et nous inaugurons donc la première conférence du samedi matin avec Alain Cogent, qui... on va commencer tranquille. Alain Cogent, il est connu parce que il a écrit un livre qui s'appelle Nourriture céleste. Et ce livre, il vient parce que il a commencé par une nourriture terrestre. Il a commencé par une chaîne de restauration qui s'appelle Cogent, c'est ça? Oui. Ça s'appelle pas McDo, t'es sûr? Non. McDo est plus connu, mais je pense moins bon. Et Alain, donc, a toute une expérience d'entrepreneur, de quelqu'un de concret, donc qui est entré dans la vie concrète, comme on dit, par la cuisine. Et à un moment, il y a un basculement, il y a quelque chose il va nous raconter tout ça, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et il va arriver à la nourriture céleste. Alors, tout ce qui nous intéresse dans le Forum des médecines de l'âme, puisqu'on va bien sûr parler de l'âme, de la spiritualité, c'est comment on passe d'une vie matérialiste, d'entrepreneur, de businessman, ça c'est de l'anglais, à autre chose. Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les conditions qui ont amené ça? Comment on s'en sort? Donc toute l'idée de cette conférence, ça va être de commencer à décrypter un peu ce cheminement qui nous pousse malgré nous à quitter le confort du matériel, parce que c'est quand même confortable en Occident d'être dans le matérialisme. On a la retraite, on a la sécurité sociale, on peut même prévoir la météo quelquefois. Là, on est à Caen, il va pleuvoir. Alors Alain, tu commences par quoi? Par te contredire. Si tu veux bien. Non, disons, quand tu dis businessman, non, j'étais entrepreneur. Justement, j'étais pas du tout businessman et je l'ai jamais été et je le serai jamais. Il se trouve que j'étais entrepreneur parce que j'ai eu un premier resto, un deuxième et puis il y en a une quarantaine en tout. Donc c'est une entreprise avec son fonctionnement. Mais puisque tu parles de ça, pour moi, mon entreprise, je l'ai souvent dit, c'était plus un moyen d'expression qu'un business. C'était géré sérieusement, mais j'ai jamais espéré gagner de l'argent, par exemple, avec cette entreprise. Du tout. Tu veux dire par là que ton intention n'était pas de faire de l'argent? Ah ben, c'était même... C'est pour ça que tu refuses le mot businessman. Non, c'est pas du refus, mais je précise en tout cas. Non, j'ai pas fait ça c'était même peut-être la dernière chose, voire la seule chose à laquelle je n'avais pas pensé. Oui, c'était une sorte de moyen d'expression. Je voyais mon entreprise comme je voyais la vie comme je voyais l'entreprise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ton intention était plutôt dans je mets un peu mon langage à moi, plutôt dans l'être plutôt que dans l'avoir. Ah oui, ça tu sais, faire plaisir dans ce job, oui, et puis j'ai été passionné par il se trouve il y avait beaucoup de salariés, il y en a eu des milliers et ça a été ma priorité. J'ai été passionné par les
par mes salariés. J'ai veillé, ça fait un peu cucu de le dire, mais j'ai veillé à leur bien-être de 7 jours sur 7 pendant 20 ans. C'était ma priorité dans le boulot, évidemment. Le produit, la qualité produit, on était réputé pour ça. Mais je crois qu'on était, en fait, je l'entends tout le temps maintenant, aussi un peu réputé pour être, j'allais dire gentil avec les gens normaux. Enfin, je veillais à ce que les gens qui travaillent soient détendus, soient bien au boulot, quoi, et non pas comme moi maintenant, là, un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une entreprise. C'est pas spécialement, j'étais pas matérialiste. Tu vois, il y a eu avant et après dans un certain domaine, mais il y a plus enfin, on va parler après de ce qui est arrivé en plein milieu. Ouais, je veux dire par là que t'es pas passé du matérialisme au spirituel, mais il y en a qui racontent dans les entrepreneurs, il y a des gens qui ont un gros choc où ils étaient Golden Boys, tout ça, les gens qui gagnent de l'argent, dont le seule motivation dans la vie c'est de gagner de l'argent, et puis d'un seul coup ils ont un gros choc et ils passent dans autre chose. Toi, il y avait quand même une prédisposition, l'humain. Oui, il n'y a pas eu. Quand tu parles d'argent, c'était le dernier de. Enfin, j'y pensais même pas. C'était même pas un sujet pour moi. J'étais même au bureau, sans doute j'étais pas dans les gros salaires du tout, au contraire. C'était pas un sujet pour moi. Donc, il y a quand même, c'est une entreprise, comme tu le dis, et il faut que les chiffres, il faut quand même, faut passer chez le comptable à la fin de l'année. Je connais aussi. J'étais dans l'expertise comptable. Ah oui. Parce que c'est bien d'être dans les, pour ceux qui regardent et qui écoutent, on croit toujours qu'une entreprise, on écoute Alain, on dit oui, on est dans l'humain, tout le monde s'entend bien, c'est chouette et tout, mais à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle un bilan, les comptes, et là, le comptable qui ramène les pieds sur terre, il dit ça va ou ça va pas. Et c'est ça quand même, au dernier recours, on est obligé de passer par là. Oui, mais je pense qu'il y a un lien parce que comment te dire, c'est vrai que j'étais pas sur les chiffres, tout le monde le savait, et j'étais plus en train de voir si les gens étaient bien au boulot, si tout se passait. En même temps, c'était très sérieux, c'était vraiment de la cuisine. Mais quelque part, le fait de ne pas penser à ça, au résultat en permanence, fait qu'il y en a eu en fait. C'est curieux, hein, mais non, c'est normal. Bon. Mais il y en a eu, tu vois, c'est drôle, hein. Est-ce que ça serait pas normal si on fait passer l'être avant l'avoir, que l'avoir soit la conséquence de l'être? Est-ce que ça serait pas la vie normale? Si, oui. Bon, on a été quelque part récompensé. Je dis souvent, pour terminer sur cette entreprise, au niveau humain, on a connu j'emploie souvent cette expression, un état de grâce. Ça a été merveilleux. Ça a été, en 20 ans, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, oh merde, fais chier, je m'en vais. Ça a été un état de grâce pendant 20 ans. Et alors, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 2013, je perds ma mère. Et ma mère était l'amour de ma vie. J'adorais ma mère plus que tout. Et alors, comment dire? Donc, et elle est partie brutalement d'un AVC, 82 ans, quelques jours avant ses 83 ans. Et alors là, effectivement, il y a eu avant et après, rien à voir avec le business ou l'entreprise en fait, mais et là, oui, il y a eu un grand changement. Je regarde aussi un peu ici. Il y a eu je vais vous dire en fait, ma mère, dont j'adorais ma mère plus que tout, ma mère était une personne d'une bonté inouïe. Généreuse, bienveillante à l'extrême, toujours positive, toujours passer sa vie à aider dès qu'elle pouvait aider quelqu'un. Hop, elle démarrait au quart de tour. Je l'ai jamais entendu critiquer une seule fois quelqu'un, par exemple, jamais. Toujours la pêche. J'ai jamais entendu se plaindre une fois de quoi que ce soit. Et tout d'un coup, j'apprends, je reçois un coup de fil à 22h30 un soir de mon frère. Maman a eu un petit malaise, voilà ce qu'il me dit. Alors, c'était un gros malaise. Et comment dirais-je? Alors, je rentre un peu dans le thème du livre, parce qu'effectivement, au début du livre, je parle de ma vie, je parle de mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune vingtenaire ou trentenaire. Je parle beaucoup d'adolescence et d'expériences diverses et variées. Et
quand ma mère, j'apprends, ma mère a eu, on dit, maman a eu un petit malaise. Et en fait, c'était un AVC massif, le 4 août 2013. Et bon, j'apprends ça, j'étais loin, donc j'arrive le 5 au matin. J'arrive à l'hôpital de Morlaix, j'habite à côté, à Tarentec, dans le Finistère Nord. Et je raconte comment ça se passe, parce qu'il y aura un lien avec que je dirai après en médiumnité. Et j'apprends ça, enfin, je roule le plus vite possible. J'arrive à l'hôpital, je me gare n'importe où, je monte 4 à 4 les escaliers, j'arrive en courant dans les couloirs, et j'arrive dans la chambre, et je vois ma mère allongée sur un lit, et évidemment je dis maman, parce que ça faisait 60 ans que je disais maman et qu'elle me répondait. Là je dis maman, elle me répond pas. Et dès que j'ai dit maman, il y avait un médecin derrière moi, pas très sympa, parce que tout de suite il me dit ça sert à rien, vous entend plus. J'avais envie de lui dire connard. J'avais vraiment, s'il n'y avait pas eu ma mère, je crois que j'aurais peut-être dit ça, parce que je savais très bien que dans le coma on entend sans les oreilles, on peut voir sans les yeux, ça je le savais, mais pas lui apparemment. Et je dis maman, et puis elle me répondait pas. Je dis c'est pas possible, ça paraît bête, hein, mais je dis elle va me répondre. Et à un moment je savais pas quoi faire, et j'ai pris sa main. Et je lui ai serré ma main, une grosse paluche, et je lui ai serré sa main, mais très fort, de toutes mes forces. Je me dis, elle va peut-être réagir, je lui serre la main tout en disant maman. Et puis elle n'a pas réagi, et puis 1 heure après, vers midi, elle est partie. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, donc c'était pour moi drame absolu, évidemment. Et le lendemain de l'enterrement, j'ai eu voilà, ça c'est un événement c'est un point marquant du livre. J'ai eu l'idée, je me dis ma mère est partie, c'est pas possible. Je me rappelle de voir son corps froid. Enfin, je me dis c'est pas possible que tant de bonté, de bienveillance, de générosité, tant de bonté soit partie. C'est fou, c'est pas possible, quoi. Et j'ai eu l'idée, et là, c'est l'origine du livre. J'ai eu l'idée, j'allais pas m'accrocher à la religion, par exemple. Et j'ai eu l'idée d'appeler un médium. J'avais entendu parler d'un grand médium breton, Alain-Joseph Belay, très très grand médium. Et le lendemain de l'enterrement, j'allais plus dans la maison évidemment. J'étais dans un hôtel à Morlaix. Et j'appelle, je dis bon, d'un numéro masqué, moi qui déteste quand j'ai un numéro masqué, je décroche pas, mais là j'appelle d'un numéro masqué. Et j'ai dit bonjour monsieur, je suis Alain de Paris, j'ai dit ce nom-là, Alain de Paris, j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous. Il me dit oui. Alors mon prochain rendez-vous, et puis il m'a dit dans 18 mois. J'ai dit non, enfin c'est. Et je lui dis oui, mais oui, dans 18 mois. Alors j'insiste, je lui dis c'est urgent. Et il me dit oui, 18 mois. Et là, je sens que si j'insiste encore, il va raccrocher. Je dis bon, ok. Bref, j'ai attendu ces 18 mois. Et puis 18 mois plus tard, je vais à Quimper, dans mon département. Et donc j'avais jamais vu de médium, je savais pas comment ça marchait. Enfin, comment, entre guillemets, ça marchait. Et je vous raconte cette première expérience parce que ça a quand même changé. Oui, ça a ouvert une porte incroyable, en tout cas. Ça a ouvert une porte incroyable. Et puis, il connaissait pas mon nom, il savait pas qui j'étais du tout, si j'étais marin-pêcheur au l'île Vinec ou si je travaillais au Crédit Agricole Lacan, rien du tout, quoi. Et puis il me dit voilà, je t'explique. Enfin, vous voyez à l'époque, je t'explique comment ça marche entre guillemets. Il me dit soit je reçois des messages, soit j'entends ce qu'on appelle la clairaudience, soit je vois la clairvoyance par mon son guide, soit et c'est autre chose, la médiumnité. Là, c'est un contact direct avec l'esprit d'une personne disparue. En fait, c'est là que j'ai appris que clairvoyance, clairaudience et médiumnité, ça peut être différent, hein. Et bon, je dis ok, enfin je dis rien, et il me dit ne m'interromps pas. Et j'avais tendance à dire oui. Il me dit non,
Bon. Contrairement à ce qu'on appelle d'ailleurs vous avez entendu parler sans doute du mentalisme. Et là, c'est tout à fait l'inverse, parce que quelqu'un peut dire, ah oui, tiens, je vois un tel, et puis c'est en lui parlant qu'il va réussir à... Vous voyez, c'est complètement différent. C'est plus du musical, là, le mentalisme. Hein, tu vois? Et lui, justement, il veut aucune info. Il me dit, tu me dis rien. Bon. Et puis je le vois prendre des respirations. Je voyais qu'il était un peu bizarre, on va dire. Un peu. Et tout d'un coup, il me dit, ah, Marie-G est derrière ton épaule. Et je lui avais pas dit que j'avais perdu ma mère. Je lui avais pas dit, j'avais fait exprès de rien dire. Il me dit, Marie-G est derrière ton épaule. Et ça alors, j'ai dit, hein. Et ma mère s'appelait Marie-Germaine, mon père l'appelait Marie-G, vous voyez. Et puis il essayait de faire des phrases, je voyais bien, et il disait plusieurs mots plusieurs fois. Et tout d'un coup, après, il dit 4-5, 4-5, 4-5. Je sais qu'est-ce qu'il me raconte, 4-5, 4-5. Et ma mère est tombée dans le coma le 4, elle est partie le 5. 82, 83, 82, 83. Elle allait avoir 83 ans une semaine plus tard. On avait encore 82 ans. Et tout d'un coup, il me dit, ou l'esprit de ma mère, dit, oh Alain, tu es arrivé à l'hôpital de Morlaix comme un fou, tu as couru, me raconte toute la scène, alors que lui, il savait pas que j'avais perdu ma mère, et il me connaissait ni neuf ni d'un an. Tu as couru dans les, et tu es rentré dans ma chambre, et tu m'as appelé, et à un moment, elle me dit, oh là là, tu m'as écrasé la main, mon Dieu, tu m'as écrasé la main, mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. J'entends ça, c'était bluffant, n'est-ce pas? Et après, elle m'a dit plusieurs choses encore. Ah oui, tout de suite après, elle me dit, le médium me dit, Tol. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Tol. Et tout d'un coup, il dit Tolé. Et Tolé, c'est le nom de mon petit village. Enfin, j'habitais à Tolé, mes parents habitaient à Tolé. Tolé, plaisir. Et tout d'un coup, elle dit, Alain, fais-moi plaisir. Retourne dans la maison de Tolé. Je sais que tu veux plus y mettre les pieds. Retourne, on a été heureux dans cette maison. Retourne dans la maison de Tolé. Ça me ferait plaisir que tu... Qui au monde savait que je voulais pas mettre les pieds dans la maison de Tolé? J'ai dit, je mettrai plus jamais, si je mets un pied, je vais pleurer immédiatement. Inutile. Et depuis, je retourne dans la maison de Tolé, je peux vous dire. Je l'ai même acheté récemment. Enfin bref. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Et là, je crois qu'il a dit ensuite, prends ta part, ne refuse pas ta part. Et ma mère parlait de succession. Et quand on est parti, je voulais pas entendre parler de maison, je disais, je veux rien, notaire, je voulais même pas voir le notaire. Je veux rien. Et ça a été, si vous voulez, ma toute première expérience en médiumnité, avec ce fameux Alain-Joseph Belay de Quimper. Et donc, je suis ressorti de ce rendez-vous bluffé. Une sorte de joie. C'était peut-être la première fois que j'avais de la joie depuis 18 mois. Une sorte de joie, de soulagement, si vous voulez, de soulagement intense. Et je suis rentré à Paris, parce que j'habite Paris. Et là, quand même, je me dis... Ça m'a interloqué, on dit, ça a interloqué. Et j'ai commencé à lire beaucoup d'ouvrages, dont les tiens, Agnès, que j'adore, que je recommande, Agnès Thévenin, et qui m'ont beaucoup aidé aussi. Et puis, figurez-vous, ça m'a tellement interloqué, j'ai voulu rencontrer un autre médium, parce que j'avais entendu parler d'un autre médium à Paris, qui est très bon et très sympa, avec qui m'a appelé tout à l'heure, d'ailleurs, avec qui je suis devenu très copain, Henri Vigneault, que je recommande aussi. Et ça a été, donc pareil, je disais rien, hein, et ça a été incroyable aussi que des choses hallucinantes. En tout, j'ai vu 3 médiums, je crois. Et maintenant, je consulte plus en médiumnité parce que je pense qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a eu la preuve, parce que je considère avoir eu des preuves de survie, de quoi, je ne sais, Agnès, tu pourras peut-être tout à l'heure nous en parler, c'est de la survie de la conscience peut-être, ou de l'esprit, de l'âme. Et je me dis, une fois qu'on a eu des preuves, on est tenté d'aller voir sans arrêt des médiums pour avoir de nouveaux preuves de survie. Et en même temps, je sais qu'il faut pas le faire trop souvent parce que
une fois qu'on est de la preuve, faut laisser aussi de la place aux gens parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et je pense aussi que c'est Agnès qui pourra en parler peut-être si tu interviens tout à l'heure, ça leur demande un effort aussi, je pense, de venir. Hein. Voilà. Et puis et j'imagine qu'au bout d'un moment, faut laisser partir aussi. Oui, dans la tradition, on dit qu'il faut pas les déranger. Oui. On dérange pas les morts, on dit. Oui, mais en même temps, alors je sais pas, oui, je crois qu'on dit ça. Mais en même temps, je pense que les morts, comme tu dis, sont heureux de pouvoir prouver qu'ils sont encore là. Je pense aussi. Surtout quand tu leur pinces la main. Oui, oui. On a une anecdote comme ça. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu témoignes de ça. Donc, il y a tout comme tu dis, ça apporte la preuve. Oui. Quelque part, toi, t'es convaincu. Je suis convaincu. Tu sais que ta mère est pas morte. Oui. Et puis, j'ai eu tellement, en plus, pendant 10 ans, j'ai eu voilà. J'ose même pas le dire, j'en ai eu hier soir. Voilà. À l'hôtel. La conscience, l'âme, ne meurt pas, elle est toujours là. Voilà. T'es bluffé. Puis une fois que y a ça qui t'a rassuré, tu pars dans une recherche médium et puis t'en arrives à la nourriture céleste. Oui. C'est-à-dire à un moment comment tu passes dans cette nourriture ou comment est-ce que tu peux nous dire jusqu'où va ton chemin, comment tu le conçois maintenant? Oui. En fait, j'ai eu l'idée, je suis pas écrivain de métier, hein, j'ai écrit juste ce livre-là qui est une autobiographie, mais j'ai été tellement bluffé, je parle beaucoup de médiumnité, hein. Il y a d'autres sujets dans le livre, bien sûr, mais ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, merde, faut que je le dise, faut que je le partage. Parce que je me dis, quand on perd quelqu'un de cher, et hélas, on est tous amenés tôt ou tard à perdre quelqu'un qu'on aime, ou plusieurs personnes même, et on peut perdre quelqu'un qu'on aime profondément, et pendant qu'on est vivant, il y a rien de pire. Je pense que il n'y a rien de pire dans la vie que de perdre un être cher. Et je me dis, mais en fait, moi j'ai eu la chance de connaître cette voie, enfin de cette aide. Et je me suis dit, mais comment font les gens quand on perd quelqu'un qu'on aime profondément? Et je me dis, mais comment? Alors j'imagine que certains peuvent tomber en dépression, voire pire parfois, ou dépression carabinée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller voir le médecin qui va faire de son mieux, qui va faire son rôle un peu de psychologue, le médecin de village, comme où j'habitais. Et au bout d'un moment, si ça va pas, il va peut-être prescrire des antidep ou des anxiolytiques. Et probablement, et croyant bien faire, et peut-être dans certains cas, il fait bien d'ailleurs. Or, moi je pense, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, qu'un contact avec un être aimé disparu peut faire tellement de bien. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Après j'ai parlé d'autres choses, j'ai parlé de projets en Inde, etc., un peu partout. Et mais c'était le but du jeu, c'était pour donner espoir aux gens qui sont dans le deuil. Voilà, c'était ça le but. Alors alors je vais te taquiner un peu sur d'autres trucs. Oui. J'aimerais bien que tu nous emmènes sur un autre thème parce que on le conçoit pour un deuil. Oui. Mais si par exemple on regarde la météo depuis un an, on est quand même, enfin nous on a eu que de la pluie depuis un an, on est en dépression, ça s'appelle. Oui. Tu vois, c'est comme si la France était un pays dépressif. Et est-ce que tu penses, je veux pas te poser la question comme ça parce que tu vas me dire oui, bien sûr. Pas sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer que nous, les humains, on soit en manque de relations spirituelles, ce qui nous met en dépression? Sans parler d'un deuil d'un être. Oui, bien sûr. Parce que la nourriture céleste, on peut. Est-ce que quand on est dans une nourriture terrestre, c'est-à-dire quand on est sur Terre et que les choses vont pas comme on veut, c'est ce qui se passe en ce moment, est-ce que ça nous met pas un petit coup de déprime, comme on dit? Je prends l'analogie symbolique de la météo, parce qu'on pourrait se dire on est en dépression, tu vois. Je pense d'ailleurs, si on fait des sondages, je suis pas très sondage non plus, mais je pense qu'on fait des sondages, qu'on demande aux Français comment voyez-vous l'avenir en ce moment, les gens ils sont plutôt pessimistes, on va dire. Oui, c'est. Est-ce que ce que tu décris comme une nourriture céleste, est-ce que ça peut amener un équilibre ou un mieux-être? Alors, je suis pas, encore une fois, je suis pas du tout spécialiste de rien en fait. Je suis Monsieur Tout le Monde qui a écrit un livre, donc tu vois, j'aurais pas la réponse à tout. Mais je pense effectivement que
que ces expériences et tout ce que j'ai lu après, je pense effectivement que dans notre quotidien, et moi le premier, hein, on est happé par précisément par le quotidien, parce qu'il est, faut pas être antimatériel non plus, faut être si possible être bien logé, être logé correctement, etc. Mais c'est vrai que le train-train quotidien, moi le premier, hein, nous empêche de voir l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se retirer, devenir moine, ce qui n'est pas idiot, hein, mais je pense que quand même le train-train quotidien, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là nous éloignent, je pense, de l'essentiel. Oui, certainement. Et on peut passer à côté de beaucoup de choses. Moi, le premier. Hein. Oui. Je sais pas si j'ai pas bien répondu aussi. Si, mais parce que là, tu me sembles un peu humble quand même de dire moi le premier, parce que tu témoignes quand même que tu as eu un changement dans ta vie. Oui, oui. Enfin, un changement. Disons que. Est-ce que c'est vraiment un changement? Ça m'a fait énormément de bien. Et c'est pas pour ça que j'ai dit allez l'entreprise. Je vais te poser la question. C'est pas pour ça que j'ai dit l'entreprise elle est terminée, je la vends. Tu vois. Oui, c'est pas pour ça. Oui, c'est pas. On a compris tout à l'heure que c'était pas un retournement. Non. À l'opposé. Ça... Je vais te poser la question autrement. Alain, es-tu croyant? Ah oui, je suis. Voilà. Oui, je suis. Oui, tu crois que... je suis même profondément croyant. Alors, je m'appuie pas sur la religion. C'est vrai. J'ai même parfois, je saurais dire un problème. Enfin, il y a plein de choses qui m'embêtent dans la religion. Le côté fais pas ci, fais pas ça. Tout ce qui est dogme. Manger le dogme, oui. Voilà. Et ça, il y a plein de choses. J'ai été encore récemment à une messe d'enterrement là d'une très très bonne amie il y a 8 jours, qui venait de fêter ses 95 ans. Et j'entendais je me dis, mais j'écoutais, hein, mais je me suis dit, mais quand même, il y aurait un vrai boulot à faire, hein, dans le message qu'on passe, mais j'ose pas dire c'est imbitable, mais je me suis dit, mais quand même, et pourtant je suis très croyant, tu vois. Donc on peut être croyant sans être religieux. Alors, et en même temps, j'aime bien rentrer dans les églises, c'est paradoxal. Oui, j'adore les églises. Elles appartiennent pas à l'église, hein, tu sais que même elles appartiennent à la mairie, hein. Ah bon, je savais pas. La Révolution. Tout ça, ce sont des symboles. On a quand même enlevé la propriété de l'église. C'est plus l'église qui est propriétaire. Hein. Je ne savais pas. C'est le domaine public. Oui. Tout le monde est, toi, moi, on est tous propriétaires d'une église. On paye nos impôts. Ah bon, tu m'apprends un truc. Nouvelle, hein. Oui, mais tout ça, moi j'aime bien l'aspect symbolique parce que ça nous ramène les pieds sur terre. Je dis oui, on croit que l'église appartient à une religion, non. D'ailleurs, les églises catholiques ont été construites sur des temples païens, qui étaient construites sur des trucs celtiques, qui étaient construites sur... On ne sait plus. Juste je reviens à ton domaine de je crois donc je suis. Et, tu peux développer cette nourriture céleste, comment dans ton quotidien, cette croyance, parce que si... Alors, et je sais ce que tu vas me dire, on ne peut pas la définir. Mais déjà, tu la définis par ce n'est pas une religion. Le fait de croire, oui, ce n'est pas une... définit souvent par une négation, parce qu'on ne sait pas définir. On dit, déjà, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, vas-y, essaye de... J'aimerais bien que si tu arrives à définir ça, ça va... Le fait d'être croyant, par exemple, le fait d'être croyant, tu veux dire? Comment t'es croyant, toi? Je pense que... Alors, encore une fois, c'est juste un avis, hein, je suis pas du tout spécialiste. Ah, une bonne question. Attends, le jour où tu trouves un spécialiste, là, tu... Oui, bon. Appelle. Je pense, pour parler de la mort, par exemple, je pense que quand on meurt, le corps meurt, c'est tout. Je pense qu'on ne va pas dans le néant. Voilà, ça je suis sûr. Je suis sûr, hein, c'est prétentieux de dire je suis sûr. Hein. Mais je suis sûr qu'on ne va pas dans le néant, qu'une vie continue après, qui ne s'arrête pas. Je pense aussi qu'on retrouve les êtres aimés. Quand on s'en va, je pense, je pourrais en parler aussi je pense qu'on retrouve, alors je sais pas si on retrouve pas physiquement, mais on retrouve, je sais pas si c'est une chaleur ou des ondes, mais je sais qu'on retrouve des gens qu'on a aimés, qu'on passe de l'autre côté du rideau. À quoi je crois encore,
je crois aux belles choses, aux beaux projets, tout ce qui est positif. C'est pour ça que j'aime bien les projets. J'aime bien le montage de jolis projets. Ça, c'est un peu ma passion. Comment dire, croyant. Et c'est bien là ce que tu viens de dire là sur le je crois au projet, c'est-à-dire fondamentalement tu nous dis qu'on est là pour réaliser quelque chose de matériel. En tout cas, moi, est-ce que je suis là pour ça? Je sais pas si je suis là pour ça, mais en tout cas, j'ai envie de faire. Je réfléchis à un projet, encore dans mon ancien domaine, parce que tu parlais de business tout à l'heure, justement, c'est une mécanique de projet que j'aime bien, qui va dans le bon sens, on va dire. Tu vois? C'est, comment vous dire, sans paraître prétentieux, mais c'est des projets d'aide, je sais pas comment dire, des projets, je crois au fait de faire des choses qui peuvent aider. Voilà. Qui tiennent à cœur. Oui, qui me tiennent à cœur. Voilà. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez, je vous raconte une anecdote. Figurez-vous, j'étais restaurateur pendant 20 ans. Et puis, je parle dans le livre à la fin, toute fin je me dis, tiens, j'étais en Bretagne, chez moi, sur ma terrasse à Carantec. Et je buvais un verre, tranquille, devant le coucher du soleil. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien reprendre du service, me relancer. Et je me dis, mais qu'est-ce que je sais faire? J'aime bien la restauration, j'aime bien ce genre de projet-là. Et je me dis, tiens, pourquoi je ne me relancerai pas? Mais si je me relance, il faut que je apporte un truc en plus. Je ne vais pas lancer une entreprise classique. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai bu ma coupe de champagne devant le soleil, un soir à Carantec, et en regardant le soleil, et je me dis, tout d'un coup j'ai une idée, ça va vous paraître farfelu complètement. Et je me dis, mais il faut que j'apporte un truc en plus, sinon je ne vais pas refaire 2 fois la même aventure, ça ne sert à rien, enfin ça ne porte pas grand-chose. Donc je me dis, un restaurant végétarien, bien sûr, parce que je suis végétarien, et je me dis, mais il faut que j'aille plus loin. Et tout d'un coup j'ai pensé à un truc, qui va vous paraître farfelu complètement, et je me dis, si je veux aller plus loin, vous voyez, ça s'appelle Cogent, on donnait 10% du résultat pour faire des projets un peu partout, notamment à Calcutta, et on donnait 10% du résultat, des bénéfices. Et je me dis, si je me lance maintenant, il faudrait donner non pas 10%, mais 100% à partir du moment où on est payé, que les gens sont payés, pourquoi le garder pour des dividendes, etc. Et je me dis, oui, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et tout d'un coup, j'ai pensé j'aimerais bien pour aller plus loin, parce que j'ai plus non plus des décennies devant moi, ou des années. Et je me dis, j'aimerais bien lancer un restaurant payant, normal, pour ceux qui peuvent, et gratuit pour ceux qui ne peuvent pas. Donc ça peut paraître complètement utopique, parce qu'on va se faire déborder. Surtout que les restos du cœur, ça existe déjà. Oui, mais c'est très différent. Très différent, mais c'est comme les assos, par exemple, de lutte contre le sida, t'as ACT, mais tant mieux, plus il y en a, mieux c'est. Tu vois, pour l'action contre la faim, il y a 1001 associations. Et la différence avec, justement, parce que tu parles de Coluche, c'est... parce que je pensais à ça aussi, je me dis, tu peux faire aussi une sorte de soupe populaire, tu fais la queue, pouf, t'as ton plat de faillot, tu t'en vas avec ton assiette. Non, à un restaurant, tu tiens. Avec une carte, genre. Cette notion de choix, que voulez-vous déjeuner, la notion d'errance à supprimer, envoyer, va m'inquiéter depuis longtemps, tu vois. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu vois. Et non pas le plat de hachis parmentier, tu vois. Le truc obligatoire. Voilà, le truc obligatoire. Et je réfléchissais à ça, je me dis, tout d'un coup, je me dis, mais oui, dans un restaurant qui normal, on paye, etc. Et une petite partie, discrètement, ne paye pas. Donc je suis parti sur ce projet-là, et sur lequel je travaille d'Arda en ce moment. Et figurez-vous, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était déjà il y a peut-être 2 ans. Un jour, je vais à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. Vous voyez, Agnès, elle est près du Louvre. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette église. Je ne vais pas souvent, mais... Et plusieurs fois j'y étais, plusieurs fois il y a eu un signe. Dingue. Et la dernière fois, donc, je
je vais dans cette église, j'allume toujours un cierge. Toujours il y a un endroit, c'est devant Sainte Thérèse de Lisieux. Et j'allume un cierge et je me dis, quand même, ça serait... J'étais emballé par le projet, le payant gratuit. J'étais super emballé par l'idée et je le suis encore plus que jamais. Et je me dis quand même, ça serait formidable, un restaurant payant et gratuit. Ça serait formidable dans l'idée. Au moins là, j'apporte un truc supplémentaire. Et je regarde la bougie, enfin j'allume et je pense à ça. Et je me dis, mais est-ce que ça existe un domaine, que ce soit dans les fringues, dans n'importe quel domaine, ou un objet où peut être payant pour certains, gratuit pour un autre. Je me dis, mais est-ce que ça existe, ça? Bref. Et je pensais à ça très fort, et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, il y a une petite crypte à gauche, une petite crypte à Saint-Germain-le-Terroir, et je me dis, tiens, j'ai le temps, je vais m'asseoir, et je vais réfléchir à ça. Et pendant 10 minutes, j'étais comme ça, sur ma chaise, une petite chaise en paille, en train de réfléchir, mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas dingue? Et pendant 10 minutes, je réfléchis, je me concentre sur payant gratuit. Bref. Et au bout de 10 minutes, je me réveille, entre guillemets, et j'ouvre les yeux, et je vois que c'est une petite anecdote, mais une synchronicité, comme on dit, je vois que mon pied droit touche une pierre tombale. Je dis, tiens, je regarde, je vois le nom, Théophraste, je regarde, né en, je sais pas quoi, 1500, 1600, je sais pas, 1700. Je regarde ça, donc je regarde, j'essaie de voir, la pierre est un peu polie, usée, et puis je regarde, et qu'est-ce que je fais? Je prends mon iPhone, et je me dis, bon, je regarde, je tape son nom. Et c'est dingue, parce que ça me donne encore des frissons quand j'y pense. Je regarde le nom du gars, Théophraste, je sais plus comment, il installe un dispensaire, il parle de dispensaire pour la santé, et c'est écrit mot pour mot sur Wikipédia, il y installe un dispensaire payant pour les aisés, gratuit pour les pauvres. Je dis, merde. C'est dingue, hein? T'avais le pied dessus et tu le savais pas. Oui, je me dis, waouh, c'est incroyable, hein? Une synchronicité. Et si vous voulez, moi qui suis peu bavard d'habitude, je vous raconte une deuxième anecdote. Est-ce qu'on attend une quelle heure? Ah oui. On attend. Une dernière vite fait. Midi. Bon, oui. Une dernière vite fait. Des questions. Oui, ah oui, avec plaisir. Une dernière vite fait, encore à l'église Saint-Germain-le-Terroir. Vous allez croire que je passe ma vie là-bas, mais quand je passe devant, bref, un jour, j'allume toujours un cierge devant Sainte-Thérèse de Lisieux, parce que c'est tout de suite à droite, puis je vois son regard, je ne sais pas si tu vois ses photos noir et blanc avec un regard très perçant, des yeux perçants. Et puis je regarde son visage, et je me dis quand même, j'entends parler de Sainte-Thérèse de Lisieux depuis que je suis petit, en maternelle, on parlait de Sainte-Thérèse, je me rappelle dans mon école, ça s'appelait Saint-Joseph, on parlait forcément de Sainte-Thérèse. Et je me suis dit, tiens, depuis le temps que j'entends parler de ça, depuis que je suis petit, bon, ça fait plus de 60 ans que j'entends parler de Sainte-Thérèse, je me dis, tiens, je vais aller acheter un bouquin à la FNAC, c'était pas loin de la FNAC des Halles, je vais aller acheter son bouquin, et je me rappelle du titre, c'est Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux. Je connais le titre depuis que je suis en primaire. Et je vais à la FNAC, pas loin, au Hall, j'ai été libre cet après-midi-là, et en allant au Hall, je sais où est le rayon spiritualité, tout de suite à gauche, et je me dis, tiens, je vais acheter un livre aussi, qui n'a rien à voir, c'est un livre c'est une copine qui avait écrit un livre, Les marques positives, Elisabeth Lavigne, c'est un truc de marketing de business, là. Et je ne savais même pas où était le rayon économie de la FNAC, tout au fond, à droite. Bref. Donc je vais là pour la première fois de ma vie, et je cherche le bouquin Les marques positives, me disant, je vais prendre l'histoire d'une âme plus tard, et je vois tout d'un coup, je cherche, et je vois une montagne de livres, les marques positives, et posé, j'ai même pris une photo, posé sur la pile de livres Les marques positives, Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux. Dingue. Et j'ai eu plein de, ce qu'on appelle les synchronicités, n'est-ce pas? Et j'ai eu plein de choses comme ça. Alors certains, si j'en parle à mon frère par exemple, diraient oui, c'est le hasard. Je ne crois pas que ça soit le hasard. Ouais. Vous connaissez la phrase, le hasard et le que prend Dieu quand il voyage. Ah oui, voilà. C'est François Brune, vous avez entendu parler de François Brune, j'imagine. Il dit ça, le hasard est le chemin que prend Dieu pour rester discret. Et j'avais trouvé ça très mignon, hein. Joli.
Voilà, moi qui avais peur de ne pas pouvoir dire 3 mots, je n'ai pas arrêté de parler. Mais pour quelqu'un qui, tu m'as dit, voilà, moi je n'ose pas, il faut que tu me poses des questions. Ouais. En fait, maintenant il faut que je t'arrête. Voilà. Alors, ce qui serait bien, on peut se faire des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Oui, je répète la question comme ça, tu vois. C'est pas une question, c'est un témoignage. Moi, alors, prends le micro là. ça n'est pas... Bon, alors je vais à côté de toi. Ça n'est pas une question, je voulais dire à tous ces gens de Caen, je ne sais pas s'il y a eu des restaurants Cogent ou un restaurant Cogent à Caen, mais moi j'habitais dans une rue, la rue, tu sais, le Beaugrenelle, dans lequel il y avait un restaurant. J'avais l'habitude d'y aller, parce qu'il y avait un McDonald's, il y avait plein d'autres. Et j'ai toujours été complètement sous le charme de cet endroit qui est, à l'image d'Alain, extrêmement calme, paisible, mais d'un raffinement extrême. Tout était joli. Il y avait un code couleur, comme on dit, pour les serviettes, une nourriture excellente. Et souvent, j'allais là, c'était presque un lieu de méditation, hein, Alain. Ouais, il y avait des horaires où c'était bondé, mais moi, je naviguais un petit peu. Et je vous invite vraiment à lire le témoignage d'Alain, parce que il dit toujours, mais c'est mon avis, mais je ne connais pas de personne plus humble, mais je ne connais pas de personne, enfin ou peu, qui sont autant dans le cœur que cet homme et qui sont autant dans la générosité, le don. Et vraiment, c'est un homme merveilleux. On devrait lui mettre une belle auréole autour de... Si j'avais pu enregistrer. Ça s'appelle, c'est trop gentil. ce qu'elle vient de faire, Agnès, ça s'appelle une nourriture céleste. Ah oui, carrément, oui, je te remercie, Lionel. Ah, c'est gentil, c'est adorable. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Profitez. Toi. C'est pas une question, c'est qu'on peut faire un témoignage. Ah, si c'est un témoignage, il faut venir là. Mais si vous venez tous témoigner, Alain, il va finir par ne plus avoir de modestie, là, le pauvre. Non, ça sera difficile de lui enlever sa modestie. La première chose, c'est que il a parlé d'entreprise, d'entrepreneur. Beaucoup les mots. Et entreprendre, ça veut bien dire prendre entre, c'est-à-dire dans une communauté. Et comme artisan, il y a bien art dans artisan. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être que c'est l'inverse du schéma qu'on a l'habitude. On est dans un monde matérialiste et on se laisse impressionner par ce monde matérialiste. Mais en fait, on est nourri en permanence par l'énergie de l'âme, des âmes. Et simplement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des facteurs déclenchants pour qu'on puisse réaliser qu'effectivement on est nourri en permanence. Alors je ne sais pas si vous connaissez des ouvrages qui s'appellent les Lettres du Christ, et dans ces ouvrages il est expliqué vraiment tout ce qui concerne cette expérience-là de l'incarnation, et vraiment c'est une prise de conscience, quoi. Une prise de conscience qu'on est dans un creuset de soutien, d'opportunités, de cordes d'abondance, etc. Et qu'il suffit simplement de s'ouvrir à ça, d'ouvrir ses sens, hein, et, enfin, tout ce qui nous anime à l'intérieur, pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, c'est une entreprise. Oui, merci. Merci. Avec celui qui a des oreilles entend, celui qui a des yeux voit, etc. Ok, ce que j'aime bien là, c'est que c'est la première conférence, et je remarque juste qu'on n'est pas dans un. Puis Agnès, ça va être pareil pour toi, je pense. On n'est pas dans un truc de dire il y a le conférencier qui sait, puis ceux qui posent des questions, qui sont nourris dans un sens, vous voyez, comme ça. Et on a vraiment là un truc qui vient avec des partages, et c'est ce qu'on veut faire, puisque on termine cette journée par une conférence où il y aura Jean-Patrick, je t'ai vu, tu voulais poser des questions aussi. On va terminer par une conférence débat où on aimerait bien que ça soit, non pas les conférenciers qui fassent le thème, mais le public. Reste à la main, ils vont venir là. Et on voudrait que ça soit le public qui fasse aussi le forum de l'âme, et pas que les conférenciers. Vous voyez ce que je veux dire, et pas que les maîtres, les enseignants. Allez, suite. Oui, merci, je vais parler fort, okay. Ça va aller. Merci infiniment déjà pour le témoignage.
J'ai une question, curiosité. Je voudrais savoir si pendant les 18 mois, il s'est passé quelque chose. Si ce délai était un délai choisi de la part de celui finalement qui vous a accompagné à ce moment-là, et si ça a ouvert des choses chez vous. Alors, je répète la question. Les 18 mois qui sont passés entre le décès de ta mère et le rendez-vous avec ce médium, c'était choisi, voulu, imposé? Comment ça s'est passé pour toi? Les 18 mois, c'était ce fameux médium qui avait 18 mois d'attente, et maintenant, hélas, beaucoup plus. Oui, mais toi, comment tu as vécu comment je l'ai vécu? Moi, c'était, encore une fois, c'est la pire des choses qui m'est arrivée, c'était de perdre ma mère. Donc, c'était très, très dur, évidemment. J'ai repris le boulot, hein. J'ai repris le travail. Je suis reparti à Paris. Voilà, le train-train est reparti. C'était très dur, mais j'étais évidemment très dur, mais j'étais porté par je peux dire l'amour que j'avais pour les salariés. J'étais passionné par les salariés, vraiment. Donc je les aimais tous, ceux qui me connaissaient tous. Je les aimais dans ça. Et puis le projet qu'on faisait, je trouvais qu'il était beau. Que je savais ce qu'on faisait à manger était bon. Ça, je savais. Que les salariés étaient heureux. Je savais qu'une partie de ce qu'on gagnait servait à faire autre chose. Donc, quelque part, il y avait un côté beau, même si j'étais profondément malheureux. Mais je savais que c'était beau. Et donc ça me portait sans doute un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps? Alors, si on parle un petit peu de manifestation, je vais vous raconter un truc qui va vous paraître bête et même... comment dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pire que bête. Raconte-le. Voilà. Oui. Parce que, figurez-vous, je me rappelle, dès que je suis rentré, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est un détail, hein, vraiment, mais quand je rentrais chez moi, tard, je me mettais sur le canapé, j'envoyais des SMS, et il y avait la télé en bout de fond en face. Et c'est bizarre, quand j'écrivais un mot, bing! À la télé, c'est le même mot qui... J'ai eu ça, mais peut-être plus de 100 fois. Et parfois des phrases entières. Genre, tiens, viens-tu en Bretagne ce week-end? À la télé, moi, ça faut que j'entendais la même phrase. Des trucs dingues. Et c'était par SMS. Une petite manifestation. J'en ai... Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelques, on va dire, manifestations. Enfin, quelques signes de l'au-delà. J'ai eu la chance, avec les 3 médiums, là, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des signes comme ça qui me sont arrivés. Les SMS, c'était au tout début, pendant les 18 mois. Mais j'ai eu la chance d'avoir des... Et là, c'est pas le hasard, il y a des choses qui sont... Et j'appelle ça des synchronicités, clin d'œil. Oui. C'est-à-dire, tu as des synchronicités, d'après la définition jungienne, qui donnent du sens à un événement, à quelque chose qui se passe. Oui. Puis tu as des synchronicités qui sont des clins d'œil. Absolument. Qui te disent, si, il y a quelque chose. Mais ça n'a pas plus de sens qu'un clin d'œil, c'est marrant. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le hasard en même temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si. Une autre question? Oui. Parce que pour moi, l'unité, c'est l'unité, c'est la terre. Et le bien que je fais pour vous, c'est la terre qui me nourrit. C'est super gentil. Une remarque, je redis, donc l'humilité d'Alain, tu transpires quand même d'humilité, excuse-moi. Je transpire tout court, là, ainsi. Et la dame dit humus, c'est la terre et la nourriture, et bien sûr la mer, la mer c'est la terre-mère, le décès de ta mère. Apparemment la terre est morte, non, elle est encore là, elle est encore vivante. Merci. Dis-toi. Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi j'ai deux questions. Oui. Pensez-vous qu'on perd vraiment quelqu'un si on considère qu'on ne possède rien? Alors première question. Attends, parce qu'après on va dire. Penses-tu que l'on perd quelqu'un si on ne possède rien? Ah là c'est presque... Ouais, alors perdre quelqu'un... Enfin, c'est les expressions du français. Hein. Oui, quand on dit perdre quelqu'un, oui le mot, c'est vraiment dit perdre quelqu'un, en fait on ne perd sans doute pas, parce que Enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais on dit j'ai perdu quelqu'un, oui, moi le premier j'ai perdu ma mère, j'ai perdu... Ouais, elle est ailleurs, en tout cas, elle est ailleurs. Oui, voilà, on perd la matière, oui.
je sais pas s'il a bien répondu. Mais on perd pas le lien. Non, on perd pas le lien. Ce qui témoigne, c'est qu'il a perdu le corps de sa mère et il l'a perdu. Il ne voit plus, il ne le touche plus, mais par contre, le lien, il est toujours là. Oui. Parce qu'on est parents aussi, parents. Oui. Et la deuxième question, si vous aviez été à la place de votre maman, oui, et elle à la vôtre, que vous l'auriez vu dans l'état où vous étiez vous, quand elle est partie, quel message auriez-vous voulu laisser à votre maman? Si j'étais, pardon? Si vous étiez parti à la place de votre maman, oui, que vous étiez, et que votre maman était dans l'état où vous étiez, oui, qu'est-ce que vous auriez voulu dire à votre maman? Ben, le même... Alors, je répète la question pour l'enregistrement. Inversion des rôles. Tu es à la place de ta mère et elle est à ta place. Qu'est-ce que tu aurais aimé? C'est ça? Oui, oui. Dire. Qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire? Ben, est-ce que vous êtes triste? Oui, eh ben, la même chose qu'elle m'a dit ou qu'elle m'a fait comprendre, c'est que ça continue. Là, tu vois, j'aurais fait, si j'avais pu avoir le pouvoir là-haut de lui passer un message, et ce qu'elle m'a fait, c'est des petits messages, des petits clins d'œil, des petits synchros pour dire « Ah, t'inquiète pas, je suis encore là » ou... Et je peux me permettre un complément de question? Est-ce que votre question, elle veut lui faire prendre conscience qu'il aurait peut-être été dans le même rôle, c'est ça? Ouais, bah, dans la même projection? C'est de se dire, quand on vit un deuil, oui. C'est si j'avais été à la place et que je voyais ma maman, qu'est-ce que je voudrais lui dire? T'inquiète pas, tout va bien. Oui. Et qu'est-ce que je voudrais lui dire, quoi, pour justement peut-être plus remonter, pour pas rester dans cet état de. Il y a beaucoup de tristesse. Et c'est toujours. Moi, c'est l'idée que j'ai, c'est de se mettre dans le rôle inverse. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'autre pour qu'il puisse justement se relever. Oui, tu as l'impression, toi, en fait, que c'est logique que ta mère te dise ça parce que dans ce rôle-là, toi, tu aurais fait la même chose de soutien, de dire rassure-toi. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Rassure-toi, oui. Ça continue et on se revoit. Je suis convaincu de ça. On se revoit. On se revoit d'ailleurs. Enfin, vous avez lu ça certainement dans des bouquins quand on est proche de partir. Parfois, pendant les dernières minutes, derniers instants, la personne qui est plus ou moins dans le coma ou en train de partir commence à dire tiens, je vois un tel, ou ma mère. Il y a souvent ça dans les départs. On dit ah, tiens, bon, je vois un tel. Il y a même parfois des gens qui sont dans le coma qui, au dernier moment, sont joyeux de revoir un nom et pouf. Un jour, dans un forum, on invitera quelqu'un qui fait de l'accompagnement aux mourants. Parce que les gens qui accompagnent tu sais, dans les morts, enfin les gens qui vont mourir, ils se témoignent tous de synchronicité comme ça, ouais. C'est très bien le jour qu'on fasse venir quelqu'un, si vous connaissez un intervenant, faites-nous signe. Oui, j'en ai encore une question. Ah oui, avec plaisir. Je voudrais savoir, vous m'avez l'air évidemment d'être très connecté avec cet ailleurs, et voilà, et je trouve évidemment ça très intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelle mesure on peut justement s'autoriser à se connecter avec les autres. Est-ce qu'il y a des limites, en fait? J'ai eu une conviction qui était celle que les vivants devaient rester avec les vivants et les morts avec les morts, et que la frontière entre les deux, elle devait être rare. Mais je sais pas j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Attends, je pose la question. Merci en tout cas. Ça reprend le truc de tout à l'heure, on ne dérange pas les morts. Il y a une frontière quand même entre le monde des vivants et le monde des morts. Toi, apparemment, tu as eu cette connexion. Et la question, c'est dans quelle limite, dans quelle mesure, comment tu gères ça, tu as dit que tu n'es pas un spécialiste de ça, mais comment tu gères cette relation entre les deux mondes? Oui, quand, comment? Moi, j'ai eu besoin, je ne sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais j'ai eu besoin vraiment d'avoir un contact, d'essayer d'avoir un contact que j'ai eu. J'ai eu vraiment besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, je sais aussi qu'il ne faut pas, il y a aussi la vie qui continue, on doit faire notre chemin, comme Jean a fait le sien ailleurs, et on doit vivre aussi au quotidien et avoir une vie traditionnelle, classique, et je ne suis pas sûr que ça soit bien, encore une fois, de frapper à la porte trop souvent, à la fois pour soi, parce que ça peut être
veux pas dire la gourmandise d'essayer d'avoir des contacts, alors qu'il y a plein de gens qui font la queue pour ça. Et puis aussi, j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas forcément les déranger non plus, parce que je pense que là-haut, ou à côté, je ne sais pas, on dit souvent là-haut, mais c'est une expression, ils ne se trompent pas les pouces non plus. Tu vois, ils ont des... je pense qu'ils... Je sais pas, mais ils ont des choses à faire, je pense, ou des... Ils ont des projets. Ils ont des projets, oui, voilà. Oui, je pense. Voilà, je pense aussi. Mais on peut tenter de... Agnès t'en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être... Moi, j'ai été tenté, je me suis dit, putain, c'est tellement extraordinaire. Vite, il y a un médium à Paris, Henri Vigneault, je vais le voir, et je vais le voir une deuxième fois, et puis en fait, non, on a d'autres chemins aussi. Ouais, alors justement, là, je rebondis sur, on a d'autres chemins aussi. Et pour aller plus loin, là, c'est voir, est-ce que c'est juste d'en référer à un monde invisible qui parle par l'intermédiaire d'une voix qu'on appelle un médium, par exemple? Est-ce que c'est juste que cette voix, par exemple, vienne jusqu'à nous dicter des choses ou nous donner des conseils de vie, alors que c'est quand même à nous de faire notre chemin ici, ce que tu viens de dire? Oui, mais les contacts, c'est pas forcément des conseils. Tu vois, c'est des... Moi, je vais un peu plus loin. Des preuves. Toi, tu ne témoignes pas de conseils, tu témoignes de conseils, de contacts qui te rassurent. Oui, des preuves. Tu sais que dans ce domaine-là, il y a plein de gens qui vont chercher des conseils dans l'invisible. Oui, alors, les conseils de... Agnès, c'est Agnès qui va en parler. Fais le lien avec ta conférence, Agnès. Oui, parce que c'est Agnès pour en parler 10 000, 100 000 fois mieux que moi. Mais c'est pas forcément des conseils de l'invisible. Et puis ça dépend ce qu'on entend par l'invisible, parce qu'il y a des voyants. On a entendu parler des voyants, des voyantes. Un voyant n'est pas forcément médium, mais un médium est voyant, je pense. Je pense, enfin là, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, et l'invisible, la voyance, on peut dire que c'est l'invisible aussi. Il n'y a pas que la médiumnité, il n'y a pas que les esprits. Et la voyance, c'est l'invisible aussi. Et là, effectivement, on peut avoir des conseils, et des vrais conseils d'ailleurs. Il y a des conseils qui nous... Des conseils. Alors, c'est pas forcément par la médiumnité, mais c'est l'invisible. On peut aussi, ça arrive dans la vie, d'avoir envie de consulter une voyante ou un voyant et d'avoir des vrais conseils. Des vrais conseils. Bien sûr. Alors, il ne faut pas être accro non plus. Dire, tiens, avant de faire le moindre truc, il faut qu'il y ait un voyant. Non. Mais, ça peut parfois être utile. Moi, je dis tant que le voyant ne donne pas les numéros du loto, ça m'intéresse pas. J'ai une petite expérience qui a été incroyable. Dans les numéros du loto? Non, dans la voyance. Je me rappelle, il se trouve que c'est la médiumnité qui m'intéresse. Il n'empêche que j'ai consulté comme une fois ou deux en voyance. Et c'était quand même dingue, hein, tu vois. Alors c'est pas par l'intermédiaire d'un... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Je me rappelle maintenant j'ai la chance d'avoir un appartement à Paris. Je l'avais pas avant que je quitte mon entreprise. Et je vous donne ce petit exemple sur la voyance. J'allais voir Henri et pour une discussion en fait. Et à un moment, figurez-vous, en Bretagne, j'ai un appart à Paris qui n'est pas immense, mais ça vaut le prix d'un petit château en Bretagne, ça vaut rien en Bretagne. Et à un moment, je me dis merde, je suis dans le centre de Paris, j'ai mon appart, mais je me dis mais avec le prix de cet appart, c'est pas non plus un grand truc, mais je me dis, je pourrais avoir, moi qui adore ça me rappelle les souvenirs peut-être de Tintin et Milou, tu sais, les châteaux. Et je me dis, oh, il y avait un château à vendre à Carantec, un vieux truc, mais je rêve de ça depuis petit, les vieux châteaux comme le château de Moulinsart de Tintin. Le château coûte pas cher, mais la rénovation... Voilà. Et puis, je me dis, mais si je vends mon appart à Paris, qui est pas immense, je peux avoir... Et je lui dis ça, alors... Bref, j'allais voir le fameux Henri, je ne lui pose pas la question encore, je m'assois en face de lui, et puis il me dit, tiens, ta maman... Enfin, alors c'est Ariane, ma mère. Et il me dit, ta maman, elle me fait ça. Alors je ne lui parle pas de château. Parce que pourquoi elle me fait ça? Ah oui, elle dit non, pas content. Et elle me dit, tu perdrais santé et argent.
Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ben, ton histoire de château, là. Voilà. Alors qu'il n'avait pas parlé de château. Étonnant. Oui, oui, là c'est un conseil. Un conseil, c'est un conseil. Oui, et là c'est il y a de la, on me dit, mais ça vient de ma mère. Et un conseil rationnel. Mais oui. Parce que quand c'est rationnel, en général, quand c'est spirituel, je le dis quand même, hein, quand c'est spirituel, en général, c'est rationnel. Si c'est pas rationnel, il y avait quelqu'un là-bas, dites-moi. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai découvert un peu la médiumnité avec le livre Test de Stéphane Ali. Et du coup, bon, ma grand-mère a 86 ans, et là, elle peut-être bientôt partir. Je lui disais, bon, t'inquiète pas, tu pourras toujours. En tout cas, je sais que tu seras toujours là. Et elle me dit, oui, mais tu sais, à un moment donné, on part quand même. Ce qu'elle voulait dire, on fusionne avec, entre guillemets, on part sur un autre stade et on fusionne avec la source, et éventuellement on se réincarne. Est-ce que vous y croyez à ça? Quelle est votre vision des choses? Est-ce que le médium vous a dit, votre mère, aujourd'hui, je peux communiquer avec elle, mais à un moment donné, peut-être qu'elle... Donc la question, c'est quand on passe de l'autre côté, l'éloignement, plus on s'éloigne de ce monde-là, plus on va vers la source, donc plus on se dilue, et donc moins on a de contact. C'est une super question. C'est une super question, et je peux dire, ta grand-mère est sacrément branchée, enfin je sais pas comment dire, pour raisonner déjà comme ça, c'est qu'elle connaît bien le sujet. Et alors, si je dis que je suis pas spécialiste, tu vas encore dire... mais personne n'est spécialiste. Voilà, mais je crois qu'elle a raison. Enfin, tu en parleras encore, Agnès. Mais je pense effectivement qu'au bout d'un moment, je pense qu'on avance et que... Alors, après, est-ce que la conscience, notre conscience survit? Oui, ça c'est sûr. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va rejoindre une conscience universelle? C'est ça que fait allusion ta grand-mère. Ça peut être la question de la dilution, comme a dit le monsieur. Voilà. C'est-à-dire que si, alors moi je suis plutôt énergétique chinoise, toi taoïste, si on prend le yang qui est une dispersion et le yin qui est un centrage, c'est les mouvements de l'énergie. Là on est centré dans un corps, et rien que déjà la nuit, on n'est plus dans le corps, on ne sait plus qu'on est dans un lit en train de dormir. Hein. La conscience, elle est déjà diluée. Hein. Donc, est-ce que, si on prend ce mouvement énergétique, effectivement, est-ce qu'on peut concevoir qu'à un moment, on soit tellement parti dans une illusion qu'on aille jusqu'à ce que disent les bouddhistes, c'est-à-dire qu'on n'a plus de moi, voilà la goutte qui retourne dans l'océan, elle disparaît. Oui, oui, je pense. Oui, Agnès. Ou Agnès, tu reviendras dessus? Oui, oui, si, ça. Je ne sais pas si je vais aborder les matières. Là, on ne te voit pas, là. Tiens, viens là. Moi je pense à la sono, à l'audio, à tout. Ce que je voulais dire, enfin je vais dire comme toi, c'est mon point de vue, mon expérience, c'est que oui, la dilution, bien sûr, on est amenés tous à se diluer, à se fondre dans la source, mais au bout d'un très long parcours, hein, et en même temps nous sommes multidimensionnels. Donc quand il y a vraiment un appel du cœur, quand il y a vraiment un lien très très fort, ou quand parfois dans notre vie, on a une grande nécessité, il y a un grand besoin de conseils ou d'aide spirituelle. Ceux qui sont partis, et même qui pourraient être très très loin, ont la possibilité soit de se manifester très très vite et fort, parce que je l'ai déjà vécu, donc je sais que c'est vrai, soit de projeter des rayons d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout leur... la majeure partie de leur être ou de leur conscience ou de leur âme reste là-haut, mais c'est comme un faisceau laser qui nous envoie et il nous donne l'info, le soutien, l'amour dont on a besoin à ce moment-là. Voilà. En fait, on coexiste un peu partout, peut-être que j'en parlerai tout à l'heure, à la fois. Et il n'y a pas de coupure. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que effectivement, on nous a toujours enseigné, il ne faut pas déranger les morts. Laissez-les là où ils sont. Bon, vous avez le droit d'aller voir un médium après la disparition, mais ne les dérangez pas. Maintenant, les messages qu'on peut recevoir, comme ça, en ce qui me concerne, c'est pendant les séances, sont un peu différents. Et c'est plutôt, en fait, il n'y a pas de il faut, il ne faut pas. Si quelqu'un ici-bas a vraiment besoin d'aide, il l'aura. Ouais. Il suffit qu'il croie, qu'il ouvre son cœur. Ouais. Je pense que c'est ça. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, je t'en prie. Merci de m'avoir invité. Merci.